Élise, un petit instant, donc un doctorat de l'Université de Montréal en neurosciences et en kinésiologie. Oui. Et on travaille avec Élise sur plein de sujets, mais qui intègrent la notion de mobilité et de posture. C'est un sujet qui est peu souvent étudié dans le domaine du HCI par des gens qui ont la compétence d'Élise dans le domaine de la kinésiologie. Donc, on est très heureux de l'avoir avec nous au laboratoire. Merci, Élise. Merci. Donc, je vais vous parler justement de comment mesurer les émotions dans un test utilisateur. Puis, la première chose que je voulais aborder, c'est quand on veut parler des émotions, il faut faire la distinction entre les émotions, l'humeur et le tempérament, le trait de personnalité. Une émotion, c'est quelque chose d'instantané, de courte durée, qui est en réaction à un événement spécifique externe ou interne. Tandis que l'humeur, c'est moins intense, moins spécifique à un événement. Puis le troisième niveau, le tempérament, qui est vraiment comme l'optimisme, ça c'est très long dans le temps et extrêmement stable. Donc, quand on veut faire un test utilisateur, c'est vraiment l'émotion qu'on veut aller mesurer en réaction à ce que les gens regardent, à ce qu'ils voient. Et ce qui est très important à retenir de ça, c'est que on va vouloir identifier vraiment la notion de temporalité. Hein. C'est vraiment le moment précis de l'événement pour regarder l'émotion qui est venue tout de suite après et pas l'émotion de l'événement qui est venu 5 secondes plus tard. Puis la raison pour laquelle c'est très important de regarder les émotions, c'est que c'est la motivation du comportement des gens. Donc, en étudiant le pourquoi du comportement, pourquoi quelqu'un persévère dans un jeu ou pourquoi quelqu'un abandonne un achat dans du commerce électronique, on va aller voir l'émotion. Peut-être que la persévérance vient avec la fierté, le plaisir, peut-être que l'abandon est venu suite à une frustration. Et là, on va pouvoir aller identifier ce qui a causé l'émotion, le modifier pour mener à d'autres émotions et changer le comportement. Donc, ce qui est bien important quand on veut évaluer les émotions, c'est de pouvoir les catégoriser parce qu'on va être capable de bien définir l'émotion qu'on recherche, de bien définir comment on va mesurer cette émotion-là et de la différencier de d'autres émotions qui pourraient être présentes en parallèle. Il y a 2 modèles qui sont assez courants en théorie scientifique. Il y a la catégorisation discrète, où ça, c'est la représentation de Pixar, là, de la catégorisation discrète, où chaque émotion est séparée. On identifie les émotions comme ayant des réactions physiologiques différentes, des comportements différents, puis on catégorise chacune des émotions comme ça. Puis Pixar ont fait une superbe représentation de ça dans leur film cette année, Inside Out, en ayant consulté des chercheurs en psychologie. Puis c'était quand même assez juste. Hein? On sépare les émotions comme ça. Maintenant, évidemment, quand on veut aller faire de la recherche dans le domaine, on va plutôt s'attarder à des modèles qui ressemblent à ça. Et c'est moins le fun à regarder. Mais la raison pourquoi on prend des modèles un peu plus complexes comme ça, c'est que ça semble intuitif de définir chacune des émotions. C'est sûr que tout le monde est capable d'expliquer la différence entre la joie et la colère. Mais si on s'attarde à des émotions qui sont dans la même veine, la frustration, la rage, la colère, ça devient un petit peu plus difficile de faire la différence entre ces émotions-là. Donc, on a des modèles comme ça qui datent au départ de William James, au début des années 1900. William James, qui est un des pères de la psychologie moderne. Mais de nos jours, on est rendu avec plus d'une centaine de modèles comme ça. Donc, les gens ne s'entendent pas. Et pour simplifier un petit peu la compréhension de tout ça, on regarde plutôt la catégorisation dimensionnelle. C'est-à-dire que plutôt que de définir chaque émotion séparément, on va définir des dimensions et on va, avec des échelles et on va placer chaque émotion sur les échelles. Et de plus en plus, on utilise maintenant des modèles hybrides qui ressemblent à celui-ci où on va prendre les dimensions de la catégorisation dimensionnelle. Les plus populaires sont le arousal, qui est en français l'activation ou l'excitation, qui est une mesure d'intensité de l'émotion.
et la valence, qui est positive ou négative, donc qui contraste le plaisir et le déplaisir. Donc, on se crée un modèle comme ça et on cote les émotions sur les deux échelles. En ayant le modèle hybride, on met aussi certaines émotions prédéfinies qui correspondent à une section de nos deux échelles de notre graphique. Donc, on peut dire, par exemple, en haut à votre gauche, avec une valence très négative et une activation élevée, on a la colère, par exemple. On pourrait dire aussi la joie a une valence très positive avec une activation moyenne. Et quand on veut catégoriser les émotions, quand on veut, c'est-à-dire plutôt les mesurer, les émotions, ce qu'on va mesurer souvent pour le faire de façon covert, on disait en anglais plutôt aujourd'hui, de façon implicite, c'est qu'on va mesurer le système nerveux. Maintenant, si je vous fais un petit cours système nerveux 101, le système nerveux se sépare en deux morceaux. Il y a le système nerveux central, qui inclut le cerveau, la moelle épinière, et le système nerveux périphérique, qui inclut tout le reste, les nerfs. Et ça va être surtout dans le système nerveux périphérique qu'on va aller mesurer les émotions. Donc, au niveau du système périphérique, on a aussi là, deux séparations. On a le système somatique qui étudie les muscles et le système nerveux autonome qui étudie les réactions non conscientes, là, la respiration cardiaque et tout ça. Quand on regarde le système nerveux somatique, les muscles, on va s'intéresser à ça surtout pour regarder les expressions faciales, parce que les expressions faciales sont contrôlées par des muscles. Et on va s'intéresser aux travaux d'un docteur, Paul Ekman, qui a été le sujet d'une émission de télé il y a 5-6 ans déjà quand même, où le docteur Paul Ekman, ce qu'il a trouvé, lui, c'est que les émotions sont représentées dans les expressions faciales de façon innée, donc tout le monde a ça dès la naissance, et universelle. C'est pareil dans toutes les cultures. Il est même allé voir des tribus dans des régions lointaines qui n'étaient pas trop en contact avec le monde moderne. Il leur montrait des photos de gens qui avaient certaines expressions et il était capable d'identifier les émotions de la même façon que nous. Donc, la façon que le Dr. Ekman a interprété toutes ces expressions faciales-là, c'est en décomposant les différents muscles dans ce qu'il appelait des unités d'action. Et là, quand on interprète les unités d'action, on peut aller identifier des expressions comme ça. Par exemple, si on compare deux sourires, le sourire de joie, le sourire naturel, et le sourire plus artificiel, ce qu'on appelle Duchenne et Paname, on voit que les deux sourires emploient l'unité d'action 12 qui soulève les coins de la bouche. Mais seulement le sourire de joie, le sourire Duchenne, va employer l'unité d'action 6 qui fait monter les joues et plisser le coin des yeux. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à faire la distinction entre les deux. La colère va utiliser 8, 10 et 16, par exemple. Donc, toutes les émotions sont catégorisées avec des unités d'action comme ça. Et la façon qu'on faisait par le passé pour utiliser ça dans des tests d'utilisateurs, c'est on filmait les gens et on regardait la vidéo après, puis on avait des experts qui codaient chacune des contractions musculaires. Heureusement, maintenant, on a des logiciels qui nous permettent de faire ça. Au laboratoire, on utilise le logiciel FaceReader qui fonctionne sensiblement de la même façon qu'un expert, c'est-à-dire on filme le visage, il va modéliser le visage, identifier les unités d'action et pouvoir nous dire la probabilité d'une certaine émotion. Je vais vous en faire une démonstration dans quelques minutes pour vous montrer un peu plus comment ça fonctionne. FaceReader, ça nous permet surtout d'aller regarder dans la valence, si on pense aux dimensions. Quand on veut aller mesurer plutôt l'activation, on va s'intéresser au système nerveux autonome qui mesure toutes les réactions non conscientes, la respiration, les fréquences cardiaques, etc. Donc, dans le système nerveux autonome, il y a deux vitesses, si on veut. Il y a le système sympathique qui est fight or flight, là, qui accélère les fréquences cardiaques, qui accélère la respiration, la sudation, et le système parasympathique qui fait plutôt l'inverse, qui calme et tout ça. Donc, ça nous permet de localiser la personne sur l'échelle d'activation avec ces mesures-là.
Je vous en présente 3 qu'on utilise au laboratoire en ce moment. Les mesures cardiaques, qui sont assez communes maintenant dans les mesures physiologiques. Et la principale mesure d'intérêt quand on regarde les mesures cardiaques, c'est la variabilité cardiaque. Quand on regarde le temps entre 2 battements, on voit ici moins d'1 seconde, c'est jamais pareil, ça varie toujours un petit peu. C'est contrôlé par le système nerveux autonome. Donc, on arrive avec ça à avoir un indice assez précis du système nerveux autonome et de l'activation de la personne. On peut aussi regarder des mesures respiratoires. Les mesures respiratoires peuvent être intéressantes aussi pour la valence. Le bémol, par contre, avec ça, c'est que ça prend du temps avant que le corps s'adapte. Donc, si je fais peur à quelqu'un, mais ce n'est pas instantané qu'elle va se mettre à hyperventiler, là, t'sais. Ça prend quelques secondes, quelques minutes même pour que la respiration s'accélère. Donc, les mesures respiratoires, c'est un peu plus difficile d'identifier le moment précis de ça. Une qui est encore plus populaire, je pense, et qui est une des plus accessibles en ce moment, c'est les mesures galvaniques ou les mesures d'activité électrodermale qui regardent la sudation de la peau de la personne. Donc, on a 2 électrodes. On peut l'avoir sur la paume de la main comme ça. On doit mettre ça à un endroit qui a des glandes sudoripare. Donc, il y a des gens qui peuvent le mettre aussi sur les pieds ou d'autres choses, mais sur les pieds, c'est moins confortable quand même. Ça peut être sur les doigts, qui est probablement un des meilleurs endroits. Le problème avec les doigts, évidemment, c'est que si on veut que les gens interagissent avec une technologie, bien, ils ont souvent besoin de leurs doigts. Et il y a aussi des bracelets comme ça qui se vendent. Ça, c'est un bracelet de Affectiva qui vient de chez MIT, qui fonctionne assez bien aussi. Et donc, la façon que ça fonctionne, c'est on mesure la conductivité électrique entre les 2 électrodes. Et donc, plus je sue, plus il va y avoir une fine couche, je ne parle pas de suer à grosses gouttes, là, mais une fine couche d'humidité sur la peau, plus le courant électrique va passer rapidement, et donc je peux savoir que la personne sue plus et est plus activée. Une des choses qu'il faut savoir quand on regarde les mesures physiologiques, c'est que ce n'est jamais le chiffre brut qu'on regarde. Il faut avoir des index et normaliser. Il faut comparer la personne à elle-même parce que, par exemple, des fréquences cardiaques, bien, 2 personnes assises, dépendamment de la condition physique, de l'âge, du sexe, ça peut être très différent à la base. Donc, en normalisant, en regardant la différence d'une personne par rapport à elle-même au repos, c'est là que ça nous donne plus d'informations. Et en se créant des seuils d'intensité qui représentent des choses d'intérêt, c'est comme ça qu'on réussit aussi à avoir des informations claires et pertinentes. D'autres mesures qui sont souvent utilisées, l'EMG, l'électromyographie faciale, qui interprète les contractions musculaires faciales un peu de la même façon que le logiciel FaceReader, mais beaucoup plus précis, tout en étant un peu plus intrusif, parce qu'évidemment, on les sent là, sur notre visage, donc ça peut avoir l'air du jeune homme ici en haut. On regarde aussi la température, parfois, qui peut être utile dans une grosse foule, mais encore là, comme la respiration, ça prend du temps à s'adapter. Et la pupillométrie, qui peut être faite en même temps que l'oculométrie, où on mesure la dilatation de la pupille. Le bémol, par contre, de cette mesure-là, c'est qu'il faut avoir une luminosité stable. Donc, si on a un jeu, par exemple, où les gens vont à l'intérieur, à l'extérieur, puis la luminosité du jeu change, bien là, ça va venir cacher les mesures d'émotion. Et ultimement, on peut faire aussi de l'électroencéphalographie. Une mesure populaire en électroencéphalographie, c'est la différence gauche-droite, interhémisphérique qu'on appelle, dans l'activité cognitive, qui nous donne beaucoup d'informations sur les émotions. Je vais passer à des démonstrations avec Beverly ici, qui est allée s'installer des électrodes. Donc, tu peux montrer ici, on voit qu'elle s'est mis des électrodes cardiaques, et il y en a une 3e en dessous, pas besoin de la montrer quand même, qui est la 3e électrode. Elle a aussi sur la main des électrodes d'activité électrodermale, et elle porte une ceinture qui mesure sa respiration. Donc, si tu veux t'installer avec le logiciel, on va te tasser l'iPad.
Ah oui, merci. Des réactions verbales également. C'est bon, merci. Donc, le logiciel qu'on utilise, nous, vient de la compagnie Biopac. C'est les électrodes comme ça qui sont connectées au petit. Ouais. Tu peux venir l'aider si tu as besoin. J'aime pas la boîte, ça marche pas. Elle a une petite boîte après son col qui envoie les informations aux boîtes qu'on voit ici derrière, là, avec les petites antennes. On a aussi un nouveau système qui s'en vient qui va nous permettre d'avoir de manière similaire sans fil. Donc, avec ça, il y a une distance, une liberté de distance moyenne, là. Donc, on peut mettre à peu près 2 mètres de distance. Donc, si on pourrait utiliser ça, on pourrait la laisser lousse dans un centre d'achat puis pouvoir la suivre avec un petit chariot ou un sac à dos, quelque chose comme ça. Puis ça nous permettrait qu'elle se sente libre, mais qu'on soit quand même à distance pour capter tout ça. Puis bon. C'est correct. Ah, ça manque le fil. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer une vidéo qui... Oh, ma vidéo n'est pas là? Bon, ça va bien. Tu l'avais-tu mis sur le... Ah oui, Et sur le laptop aussi? celle-là, elle marche. Tu me partir la vidéo de fans? Les Canadiens fans. On avait fait au printemps dernier, pendant la Coupe Stanley. Il y a 2 ans déjà, non? C'est ça. On regardait, on avait des amis qui sont venus regarder un match canadien-Bruins. Puis on voulait d'abord... oui, arrête-moi là, s'il vous plaît. On voulait en fait se créer un index. Je vous parlais plutôt que c'est important d'avoir un index pour pouvoir placer dans une certaine logique les réactions des gens. Donc, on espérait avoir un index Ginette Renault, mesurer l'émotion des gens quand Ginette chantait l'hymne national et pouvoir dire par la suite à nos partenaires, votre site web, il cite un demi-Ginette Renault d'émotion. L'hymne national a plus ou moins atteint l'émotion qu'on espérait, mais on peut voir, si tu veux la recommencer, peut-être même au début, ça va être... Donc, on voit nos amis qui regardent ici, et là, on voit qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Il y a un but qui a été compté par les Canadiens. Donc, les 3 premières lignes viennent du logiciel Face Reader qui mesure les expressions faciales, et c'est l'émotion de surprise. Et les 3 lignes suivantes sont l'activation mesurée par l'électrodermal sur la main. Donc là, je pense qu'il y a probablement un autre but qui s'en vient. Là, ouais! Ah, ou c'est peut-être ça, c'est peut-être... non, c'était les Canadiens. C'était les Canadiens qui avaient compté, voilà. Donc, tu peux l'arrêter. Est-ce qu'on a réussi à faire fonctionner? Oui. Donc là, on va voir ici l'activité de Beverly. Donc, on voit la première ligne en haut, c'est sa respiration. Donc, si tu prends une belle grande respiration, on va voir la ligne qui monte comme ça. La deuxième ligne, c'est son activité électrodermale. Et la troisième ligne, c'est ses fréquences cardiaques. Donc, si j'arrive à côté d'elle, puis je lui fais peur comme ça, on voit exactement son activité électrodermale qui est... Puis, je suis contente que ça ait fonctionné. Je m'étais dit, au cas où que ça ne fonctionne pas, ça aurait pu, si elle avait été déjà nerveuse d'être sur scène, tellement élevée au départ qu'on n'aurait pas vu la variation. Donc, c'est une notion importante à garder en tête que les participants, quand ils viennent faire des tests, ils doivent être à l'aise et pas trop stressés parce que sinon, il n'y aura pas assez de variation dans leurs signaux pour qu'on les capte vraiment.
Si on lui avait parlé de son chum avant, puis là... Et voilà! Et est-ce qu'on a réussi à faire fonctionner Face Reader aussi? Oui, je l'ai vu, ouais. Puis je peux vous montrer aussi Face Reader, le logiciel. Donc, le logiciel qui va fonctionner avec la caméra même de l'ordinateur et qui aurait donc la possibilité de demander à des gens de se filmer à la maison et de récupérer la vidéo pour la faire passer dans le logiciel d'analyse par la suite. Donc, ça nous donne une possibilité assez intéressante de mesurer des choses in situ, des gens qui utilisent des logiciels à la maison ou dans leur milieu de travail, par exemple. Sinon, des fois, ça prend un petit peu de temps. C'est des logiciels assez lourds pour nos ordinateurs. Oui, ils n'aiment pas ça, avoir toutes les logiciels. Oui, je vais prendre des questions en même temps, c'est une bonne idée, en attendant. On pourrait avoir effectivement des données en même temps, d'avoir, comme on voyait finalement pour le hockey, là, les gens avaient et les données d'électrodermales et les données faciales en même temps. Le défi, par contre, avec ça, c'est qu'il faut pouvoir aligner tous les événements. Donc, il faut qu'on aille la vidéo synchronisée avec l'enregistrement physiologique et l'enregistrement facial. Il y a des logiciels qui se vendent avec... En fait, tous ces logiciels-là se vendent avec des add-ons qui permettent de faire ça, qui ne marchent pas toujours. On s'est développé un logiciel fait maison, fait par François, en fait, qui nous permet de faire ça de façon très précise. Ça peut se faire assez facilement si on a deux logiciels et qu'on utilise toujours les mêmes. Si on se met à avoir des choses changeantes ou beaucoup plus de logiciels, ça devient beaucoup plus compliqué à ce moment-là. Donc, oui, tu nous démontrais l'utilisation. Donc, on voit à gauche nos 7 émotions. Et la barre, en fait, nous démontre la probabilité que ce soit cette émotion-là qu'elle est en train de vivre. Et ce qu'on utilise en général, c'est plutôt l'échelle dans le bas. On peut extraire ça et faire des analyses très complexes avec ça. Ça, c'est la catégorisation dimensionnelle qui est sur l'échelle graphique comme ça, et la catégorisation discrète qui est en histogramme. Non, on n'a pas besoin de faire de calibration avec Face Reader pour que ça fonctionne à la base comme ça. On va évidemment s'organiser pour que le visage de la personne soit bien cadré et que la luminosité, parfois, on avait une salle avec des néons, puis ça fonctionnait moins bien. Il fallait qu'on mette une espèce de cache-lumière au-dessus de la personne pour que son visage ne soit pas trop éclairé par le néon directement. Est-ce que? Oui, il y a des mesures, effectivement, on les avait cachées parce que, à moins qu'on ait des bonnes conditions de luminosité, ça ne fonctionne pas toujours bien, là. Mais ils disent 50 de chance d'être une femme ou 80 de chance d'être d'origine asiatique. Des mesures comme ça, ça vient de ça. J'ai terminé avec les démonstrations. Je peux prendre 2 minutes pour vous parler des applications qu'on peut faire. On a des collaborateurs chez IMARC-Lab qui ont analysé les débats des élections de cet automne pour essayer de voir les émotions qui étaient ressenties par nos candidats. Et on a vu évidemment qu'il y avait beaucoup de colère dans ces débats-là, surtout quand la question du niqab est venue dans le débat. Et c'était Stephen Harper le plus fâché de tout le groupe. Une application aussi qui a été vue chez MIT, c'est ils avaient posé des caméras à plusieurs endroits sur leur campus et ils analysaient les visages de toutes les personnes qui passaient, puis ils étaient capables de dire
quelles émotions étaient plus communes à certains endroits sur le campus. J'aime penser, par exemple, qu'ici, à droite, il y avait un examen, puis tout le monde était de mauvaise humeur, puis ici, il y avait du café gratuit, puis tout le monde était de bonne humeur, par exemple. Une autre application qu'on a vue, c'est dans l'expédition Mars 500, là, où ils ont mis 6 personnes dans un bunker pendant 520 jours pour mesurer la santé psychologique en isolement. Et ils ont été capables, avec les mesures d'expression faciale, de bien identifier la contagion émotionnelle. Donc, de voir que s'il y avait quelqu'un qui se levait fâché une journée, mais ça semblait se transmettre à tous les autres membres de l'expédition. Donc, je vais m'arrêter ici puis laisser la parole à François pour vous montrer la dernière portion des travaux. En fait, je peux prendre quelques questions le temps que... Ah, t'es là. Je vais prendre quelques questions, puis après, François, il va vous parler de comment on met les deux ensemble, l'oculométrie et les mesures émotionnelles. Oui, allez, je ne sais pas s'il y a un PM, le micro. Hein. Il y avait une question en haut là-bas. Oui, bonjour. Bonjour. En fait, en regardant ces démonstrations-là, j'aimerais faire un parallèle avec les films qu'on a l'habitude de voir quand les gens passent, par exemple, pour détecter les mensonges. Les machines où les gens s'entraînent à résister contre, à donner une... Exactement. Est-ce que pour l'ensemble de ces tests-là, on s'attend à ce que les personnes soient honnêtes ou bien les personnes quand même peuvent donner une fausse impression et biaiser les résultats? C'est une excellente question. En fait, les mesures faciales sont quand même sous contrôle volontaire. Donc, les expressions faciales peuvent être sensibles à des biais comme ça, de mensonges ou simplement de désirabilité sociale. Là, on a beaucoup de jolies assistantes qui peuvent... et quand on voit, quand les assistantes sont dans la salle puis quand les assistantes ne sont pas dans la salle, les gens ont tendance à être plus souriants quand ils sont là. Donc, les expressions faciales sont quand même sujets à ces biais-là. L'activité physiologique est quand même plus robuste à ça. L'activité électrodermale, c'est la principale mesure, justement, des polygraphes, des détecteurs de mensonges. Donc, c'est assez rare et même parfois impossible à tromper. Mais pardon, ce que vous voyez dans les films en termes de polygraphe, on s'entend, c'est des films, là. Un vrai test de polygraphe, l'idée, c'est de voir la même réponse répétée lorsque la même question va être posée. Fait que si jamais ça vous arrive, là, je ne dis pas que c'est moi qui vous ai dit ça, là, mais mordez-vous de temps en temps pendant l'interview, vous allez voir, ça va complètement brouiller le polygraphe, là, parce que essentiellement, c'est de voir une réaction similaire à un même stimuli. Très difficile de le faire avec juste une question comme ils le font dans les films. Fait que, juste demain. Tout à fait. Il y a une question en haut, là-bas. Vous ne l'avez pas appris ici. Oui, ici. Je trouve ça vraiment intéressant. J'ai Merci. une question pour toi, pour François aussi. Aujourd'hui, on est vraiment dans un monde où les clients nous parlent beaucoup de performance, d'analytics, de chiffres, taux de conversion en e-com. Comment vous arrivez, avec ce genre d'outils, tous les deux là, en test utilisateur, mais aussi même avec Toby, à résoudre des problématiques, d'améliorer des taux de conversion en pourcentage en temps réel? Ce que je veux dire par là, c'est que là, on teste l'existant, on teste des interfaces, mais je ne vois pas la capacité qu'on a de modifier en temps réel l'interface, de faire du A/B testing pour améliorer le pourcentage au fur et à mesure du cycle. Est-ce que, dans le fond, cette question-là, là, elle appelle vraiment au retour de François sur scène dans quelques instants? On va encapsuler votre question 2 secondes, puis elle va se répondre là, automatiquement. Ouais. Un début de réponse, par contre, à ça, c'est qu'on va souvent contraster deux choses. Donc, une version A, une version B d'un même site ou d'un même jeu. Ça, c'est une des façons qu'on peut faire ça, oui. Je veux juste voir. Combien de temps il reste sur ton timer en avant? Une dizaine de minutes. Incluant cette présentation-là. Là. Fait que la prochaine portion, c'est vraiment ce qui incarne le travail qu'on fait ici au Tech 3 Lab. Il y a une portion de recherche scientifique où on cherche à publier pour faire avancer la science. Il y a une portion d'ingénierie parce que, soyons très... moi puis Sylvain, lorsqu'il y a quelques années, on a amorcé nos démarches,
Je vais vous avouer qu'on était un petit peu naïfs là, dans l'affaire, puis on se présente à Washington. Il y avait une grosse conférence en neurosciences. C'était le Society for Neuroscience. Il y a 2-3 terrains de football de vendeurs de ce type d'équipement-là. Et on leur demandait de pouvoir faire ça. Là, OK? Et les fournisseurs nous regardaient avec des grands yeux en disant « ça ne sert pas vraiment à ça, ces équipements-là. » Essentiellement, l'analogie que j'utilise souvent, les équipements sont faits pour des tests en neuropsy, en psychologie, pour étudier, mettons, l'effet des chats. Hein? Mettons que je vous présente, je vais voir si vous allez réagir différemment aux chats noirs et aux chats blancs. Mais je vais vous montrer à répétition des photos de chats. Quelque part, je vais vous montrer des chats noirs, des chats blancs, puis on va venir contraster. Mais je sais exactement quand je présente mes chats blancs, mes chats noirs, c'est sous contrôle expérimental complet. La plupart des équipements qui sont ici, puis lorsqu'ils sont utilisés en neuropsy, sont faits dans des contextes où l'événement, c'est l'expérimentateur qui génère l'événement, puis on a un timing exact là, du moment où ça a été présenté. Ici, on a des sites web, on a des gens qui cliquent, qui ont des comportements. Ce qu'on va étudier, c'est des réactions à des comportements. Par exemple, au moment où l'individu a regardé une annonce sur un site web, le moment qu'il a vu le bouton « Buy », mais qu'il n'a pas encore cliqué sur le bouton « Buy » sur votre interface, c'est ça qu'on va aller chercher. On va avoir un lien entre l'événement qui est généré par l'utilisateur inconsciemment ou de manière automatique. Il n'y a pas eu encore de keystroke là, sur le clavier, il y a juste eu un déplacement de l'attention. On considère acheter. Mais est-ce qu'on est capable de marier l'attention visuelle, l'attention et l'émotion? Bien, c'est le résultat du travail en ingénierie qu'on fait au Tech 3 Lab, ce qui a amené à un dépôt d'un brevet en février dernier. Puis on va vous montrer ici un exemple, une démonstration du résultat du travail de l'équipe dans le domaine. Donc, messieurs, dames. Comme dit, ça va être assez court. Le but de cette dernière présentation-là, c'est un peu de fusionner les deux premières, de les rassembler pour montrer comment on peut créer une grande synergie quand on triangule tous les outils. Donc, comme tu l'avais demandé, on va le faire en français et en anglais. We're going to do this one bilingual to share our new technology with our guests. C'est Élise qui, des fois, va parler en anglais parce que son accent est beaucoup meilleur que le mien. Donc, une fois de temps en temps, c'est ça. OK. Donc, l'intérêt d'utiliser les mesures physiologiques pour évaluer l'expérience utilisateur, on en a parlé, on les connaît, c'est des mesures, contrairement aux mesures standards, qui sont objectives. Ils ne peuvent pas être contrôlés ou manipulés par les participants, sont moins sujets à différents biais expérimentaux. Sauf le principal avantage pour moi, c'est de loin la temporalité des données récoltées. C'est vraiment là où tout se joue. Dans les mesures standards, c'est du pré-post. Si on veut aller mesurer pendant l'interaction, il faut interrompre l'interaction. On est pris avec le dilemme de la mesure. On ne peut pas mesurer sans affecter ce qu'on mesure. Alors qu'avec la physiologie, on peut vraiment ouvrir une fenêtre complète sur l'interaction pour aller voir ce qui se passe en temps réel, puis pouvoir aller agir précisément sur des éléments d'interface ou des éléments d'interaction. So like we mentioned before, the most important benefit of using physiological measures is that it brings you a very objective measurement that's not affected by biases, and it's very robust. But even more than that, it's the temporality and the ability to be very precise in measuring the reaction to a specific interface, a specific stimuli. Bien, bon, nous, au laboratoire, on l'utilise beaucoup. Personnellement, des fois, j'ai tendance à vivre dans un monde idéalisé. Il y a quand même des difficultés avec ça, puis surtout des réticences face à l'utilisation de ce genre de mesures-là. Encore une fois, anecdote personnelle, la semaine passée, on était allé à Tout le monde UX. On a essayé de parler un peu de mesures physiologiques. On sent que dans la communauté, c'est encore quelque chose qui n'est pas super compris. Puis les reproches ou les commentaires qu'on fait sont, bien, premièrement, ça peut coûter cher, les appareils, mais surtout aussi l'expertise pour l'utiliser. C'est des données qui sont dures à interpréter, à contextualiser. Tout ça, c'est des commentaires qui sont 100% justifiés. Moi, je suis d'accord avec tout ça. Notre but ici, c'est de justement y apporter une solution. Puis, je pense que le plus grand problème là-dedans, parce que, bon, les coûts, la complexité, les appareils sont de plus en plus simples, ça va se régler tout seul par la technologie, c'est plus au niveau de l'interprétation puis de la contextualisation. Moi, si je mesure l'activité électrodermale d'un sujet pendant 1 heure sur un jeu, je peux comparer avec une autre version du jeu puis dire, bon, en gros, il y a eu plus d'émotions dans une version que dans l'autre, mais pourquoi, où, comment, sur quoi agir? Tu sais, le designer ou l'expert
en UX, lui, il veut savoir sur quoi agir quand je donne cette information-là. Donc, c'est là où nous, on propose un nouvel outil qu'on a appelé des heatmaps physiologiques. Donc, c'est vraiment un outil qu'on veut clé en main, qui a été développé du début à la fin pour qu'il n'y ait aucune partie plus complexe à manipuler par les non-experts. Donc, on a nos mesures physiologiques ici, que ce soit celles qu'Élise a présentées ou des expressions faciales, des mouvements aussi, des mouvements oculaires. Donc, toutes les modalités qu'on a, puis voire d'autres qui pourraient s'y ajouter. Puis, évidemment, on ne veut pas les mesures brutes, parce que c'est bien savoir le RSA, la variabilité cardiaque augmentée de 1,5 écart type. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je veux qu'on me parle d'émotions, de charge cognitive, de flow. Il y a une couche dont Léonard a parlé, Léonard l'a parlé tantôt, c'est qu'on veut faire une inférence psychophysiologique. On veut prendre les signaux, puis on veut les transformer en termes d'émotions ou de charge cognitive. Donc ça, c'est une première partie qui est prise en charge par l'outil. Puis ensuite, on veut visualiser les données, savoir d'où ça venait. Donc on va créer littéralement un heatmap d'émotions. Donc, rapidement, je n'entrerai pas dans les détails du fonctionnement de ça. On soumet un gros article dans les prochaines semaines qui va le faire en détail. Donc, pour chaque regard, on va, comme toutes les mesures sont synchronisées, on va aller voir les autres signaux. On va les prendre ensemble, on les donne à des algorithmes d'apprentissage machine qui ont été déjà entraînés, puis il va nous donner une prédiction du construit qui nous intéresse, par exemple l'émotion ou la charge cognitive. Puis c'est ça qui va servir à construire les heatmaps. So in order to overcome some of the most common reticence to these tools, which is the cost and the contextualization of what the person has been looking at during this 1 hour of games, maybe this specific page elicited some emotion, but really which part of the page am I going to change in order to fix this? We have this new tool that we're calling physiological heat maps, which is a ready-made software that can be used by non-experts, and it includes all of the physiological measures and eye tracking and facial expressions and other movements, and it puts it together, and it allows us, yeah, thanks, I was looking for and it does a layer of simplification, and it allows us to know the emotion that was felt during each fixation of the eye. Donc, j'ai une petite démo ici, évidemment, suivant la loi de Murphy. Je voulais faire une démo live de notre logiciel, mais j'ai finalement décidé de la filmer parce que, malgré qu'il n'y a presque pas de bug, c'est sûr qu'il sera arrivé en ce moment. Donc, on a l'interface ici. Je vais mettre pause. Donc, on peut choisir nos participants, évidemment, à gauche. On a les stimuli qui font partie du plan de test qu'on voit à droite, qu'on peut venir choisir. Puis ici, contrairement à ce qu'on a vu tantôt dans Tobii Studio, on peut analyser plusieurs stimuli en même temps. En haut, on a les différents construits. Ici, on peut faire un heatmap standard, un gaze heatmap. On peut faire des heatmaps de face reader, c'est-à-dire on va mapper les émotions mesurées par face reader sur l'interface, savoir à quel endroit elles se sont produites avec une plus grande fréquence. Ou aussi, ici, les heatmaps physiologiques, là, qui sont vraiment le processus d'inférence qu'on a vu sur les signaux mesurés en temps réel. Ici, c'est une inférence physiologique de charge cognitive. Donc, ce qu'on va voir, c'est un heatmap qui représente où la charge cognitive c'est le plus répartie dans nos interfaces. So this one that we're going to see is cognitive load, right? Mm-hmm. Yeah. Cognitive load heat map. So we're seeing where people were looking when they had more cognitive load. Bon, des petites fonctionnalités pour faciliter la comparaison de 3 maquettes différentes du même site. On peut solidariser les mouvements dans l'écran. Sinon, je vais passer tout de suite à la slide après. Le premier avantage de ça, bien, là, premièrement, il y a les heatmaps physiologiques qui sont déjà un gros avantage, mais pour répondre à la question précédente sur comment comparer différents stimuli, je disais que ce n'est pas possible dans les logiciels d'eye tracking en ce moment, puisque les gradients sont construits sur un seul stimulus. Chaque image sur laquelle on va créer un heatmap va avoir un spot rouge. C'est obligatoire dans les logiciels standards. Puis, de toute façon, ça fait bien l'affaire de certains
praticien, tu vas montrer les résultats, puis il y a toujours du rouge. Puis, bon, les gens pensent que c'est quelque chose d'intéressant, alors que nous, ce qu'on propose ici, c'est un nouveau gradient qui est interstimuli. Ici, en bas, on a ces trois versions d'un même site. Donc, en un contexte d'A/B testing ou comparaison de maquettes, on a le designer propose 3 maquettes, et puis là, on aurait généré 3 heatmaps de charge cognitive. On voit que sur les 3, il y a des hotspots. Ici, c'est des gradients qui ne sont pas du rouge vers le vert, mais c'est un gradient de luminosité. Donc, plus c'est lumineux, plus c'est blanc, plus c'est intense. Les 3 ont des hotspots, alors que si on crée le gradient interstimuli, la couleur qui est sélectionnée ici, elle se fait en fonction de ce qui a été expérimenté aussi dans les 3 autres interfaces. Donc là, on voit vraiment que parmi les 3, c'est cet endroit-là qui va tirer le plus de charge cognitive, ce qui n'est pas nécessairement apparent ici, puisque le gradient est interne à chaque stimulus. So what we're seeing here in the 2 panels, the top panel is the more traditional heat map, where the color scale has each image has its own color scale to ensure that there's always a significant point. In the bottom one in our tool, the gradient has been standardized between all of the images in one test, and so they are on the same scale, and you can then contrast each different panel. Oui. Donc, il se pourrait qu'il y ait un stimulus qui n'obtienne jamais de hotspot, parce que comparé aux autres, l'expérience était moins bonne. On est en train d'appliquer ça à un concept de gold standard. Par exemple, on veut comparer des logos. Puis moi, je veux comparer mes logos au leader de mon domaine, c'est Pepsi ou je ne sais pas. Fait que je vais créer un heatmap cross-gradient de mes images, mais comparé avec celles de mon compétiteur pour voir à quel point je peux m'approcher ou pas, ou à quel point encore l'expérience vécue par les utilisateurs est complètement écrasée chez l'autre. Donc, ça, c'est une première chose, le gradient interstimuli. Deuxième exemple d'utilisation. Là, on va voir que ce qui devient vraiment intéressant, c'est quand on peut croiser les modalités. Donc, comme j'ai dit, ici, on peut faire des heatmaps de gaze, des heatmaps de regard standard, des heatmaps de face reader, de physiologie. Là, on peut toutes les faire en même temps, puis vraiment avoir une interprétation beaucoup plus riche de ce qui se passait dans l'expérience de nos sujets. Comment les états psychologiques interagissent entre elles pour modifier l'expérience. So in this one, we're putting all of the modalities together so we can get a richer understanding of the combination of the emotion and the eye tracking. Donc ici, on a un heatmap de valence positive obtenu par FaceReader. So this is the positive valence heat map. On va ajouter à ça un deuxième heatmap de valence négative. And on top, we're adding a negative valence heat map. Puis, on peut même ajouter un troisième truc qui est la charge cognitive. And then on top of that, the green is the cognitive load. Donc, le constat ici qu'on va pouvoir faire, par exemple, c'est comment interagissent charge cognitive et expérience positive, négative dans un site. Là, ce qu'on va voir, par exemple, il y a un résultat qui est connu, le lien entre complexité visuelle dans une interface puis émotion positive suit une courbe en U. Les interfaces trop simples, c'est pas très plaisant, trop complexes, non pas très plaisant non plus. On cherche un niveau de complexité qui est adéquat. C'est ce qu'on voit ici, les zones où il y avait la charge cognitive vraiment plus élevée, c'est les zones où il y avait l'émotion négative élevée. Alors que contrairement à l'autre endroit, ici, les zones positives n'étaient pas à la même place. Donc, on peut voir, on a un portrait vraiment plus riche de ce qui se passe au niveau de l'interaction. D'un côté, l'oculométrie nous donne le comment, puis quand on le mélange avec la physio, on est plus vers le pourquoi. Pourquoi les gens ont regardé là, quelle émotion ou quelle expérience ont vécu qui les ont apportés à interagir de cette manière-là avec le site. So originally, with only eye tracking, we get the how of the interaction, but by combining the multiple tools in here, we actually can get the why of the emotion, why they were feeling this way at a specific moment, which part of the image were they looking at. Donc, c'est un outil duquel on est vraiment assez fier. Pour moi, ça répond à deux questions. Ça répond à une critique en physio, mais ça répond aussi à une critique en oculométrie. Il y a beaucoup de chercheurs qui disent bon, c'est bien de savoir où les gens regardent, mais moi, je veux savoir pourquoi. Puis en physio, il y a des gens qui disent c'est bien de savoir pourquoi
Bien, c'est bien de voir qu'il y a des réactions physiologiques, mais moi, je veux savoir c'est quand que ça se passe. Bien, là, on a les deux mis ensemble, en triangulant les données. Je pense que c'est ça. Donc, le logiciel qui a été développé récemment ici. Élise et François. Merci beaucoup, Élise et François. On a encore quelques minutes pour des questions. Il reste, moi puis Sylvain, on a toujours la dernière présentation qui nous sépare de la fin. Donc, quelques minutes, des questions. J'espère que ça a pu répondre en partie. Vous êtes toujours insatisfait ou quoi? Je vous retourne le micro. Qu'est-ce qui n'a pas été répondu dans la question? Est-ce que vous êtes capable d'associer les recherches visuelles, on va dire, avec des données type Google Analytics de chiffres? Est-ce que vous êtes capable de mettre en corrélation des échecs sur un formulaire de réservation d'hôtel ou de TripAdvisor, par exemple? C'est deux types d'analyses. Différentes, mais pour vraiment jumeler ces deux choses-là ensemble, il faudrait un très grand échantillon en lab, puis de collecter la donnée Web Analytics ensemble. Habituellement, c'est fait en étapes. On développe en minimisant les irritants, puis en maximisant les côtés positifs, puis ensuite, on suit l'évolution de l'interface avec du Web Analytics. De faire les deux ensemble, ça serait trop coûteux, je dirais, d'amener 2000 personnes en lab, là, je ne sais pas pour qui vous travaillez, là, mais si ça vous intéresse, on en reparlera. Le volet quanti de ça qui a été développé, qu'on n'a pas présenté dans la démo, c'est qu'on peut créer des zones d'intérêt dans l'interface. On peut en créer 2 ou plusieurs, mais par exemple, on en crée 2. Puis là, on peut aller voir est-ce qu'il y a une différence significative dans l'expérience ou dans la charge cognitive ou l'émotion entre les deux zones. C'est la majorité des sujets. Puis là, je peux avoir une p-value qui va me dire vraiment, oui, cette bannière-là à droite est significativement, génère plus d'émotions positives que l'autre à gauche. Une question ici? Oui, ben, ma question est en 2 temps. Je me souviens d'avoir entendu parler de micro-expression faciale. Fait que, 1, c'est-tu de la bullshit New Age? Puis 2, si c'est fondé, est-ce que vous êtes capable de capturer ça puis vous en servir? En fait, c'est ce que j'ai présenté plutôt, les expressions faciales avec les unités d'action, les contractions musculaires, c'est ça qu'on appelle des micro-expressions. Donc, c'est micro parce que c'est pas gigantesque, là, mais c'est le logiciel FaceReader, par exemple, ou les experts qui l'interprètent manuellement, c'est la mini-contraction musculaire, c'est ça qu'ils sont capables de voir. Peut-être pour ajouter, au tout début, dans la présentation, Leonard, il y avait une photo avec des senseurs biographiques sur des muscles faciaux. Dans le fond, l'analyse des émotions faciales par le mouvement des muscles faciaux, c'est pas nouveau, là, ça fait comme 50 ans qu'on fait ça. Mais l'analyse de ça, c'est qu'on a besoin de l'échantillonner à peu près à 1000 Hz pour être capable de détecter ces micro-mouvements-là. Ce que l'analyse l'analyse automatique des émotions via une vidéo, bien, ça évite de mettre comme 25 senseurs dans le visage, puis de capturer l'ensemble de ces points-là ensemble, et de manière non invasive. Parce que c'est sûr qu'en mettant le senseur, bien, il y a automatiquement un contexte un peu moins écologique. Oui, tout à fait. Juste pour revenir sur le volet bullshit de la question, c'est vraiment un outil extrêmement puissant, puis de loin, de toutes les modalités qui existent en ce moment, c'est l'analyse des expressions faciales qui est la meilleure, puis qui va inférer le plus puissamment les émotions des participants. La raison est simple, c'est qu'évolutionnairement, l'humain était fait, puis la plupart des animaux aussi, pour exprimer ses émotions aux autres par le visage. C'est vraiment la modalité principale pour communiquer les émotions, c'est par les mouvements faciaux, plus que par le rythme cardiaque, parce que c'est moins évident pour toi de voir mon rythme cardiaque qui change, mais par le visage, je peux l'exprimer facilement, mon émotion. Donc, c'est très, très riche comme méthode. Maintenant, après ça, c'est la qualité des logiciels, mais aujourd'hui, les logiciels sont rendus quand même très bons pour détecter ça. Et aussi la force des stimuli, parce que... La force du stimuli. C'est pour ça que des fois, quand tu regardes un site où il n'y a rien, bien, FaceReader ne va pas te dire grand-chose. Mais dès qu'il y a de l'interaction, dès qu'il y a entre d'autres personnes ou dans des jeux, puis là, on va commencer à exprimer plus d'émotions par le visage. Dans des jeux, ça marche super bien. On le fait aussi dans des contextes d'utilisation de tableaux de bord, en contexte d'affaires. Je t'assure que la mesure des émotions des gestionnaires, c'est un peu plus compliqué d'aller chercher ça. Mais dans le contexte de jeux vidéo, comme par exemple ce que vous faites, là, quand l'usager est frustré, c'est difficile à cacher. Là. Une question. Attendez, j'avais une question ici en premier, puis je reviens. As-tu le deuxième micro? Ah, OK. Excusez-moi. Ici. Mais c'est my God que vous êtes populaire. Bonjour.
En fait, moi, je m'interroge par rapport à la méthodologie que vous employez. Simplement parce que, bon, souvent, le reproche que les gens ont tendance à faire en période de test, c'est au niveau du contexte du test qui se fait souvent justement en environnement qui vont être contrôlés. Puis on revient souvent vers nous en nous disant que justement le contexte réel de l'utilisateur, c'est parfois d'être interrompu, c'est parfois d'avoir une charge cognitive qui va différer parce que justement il est dans un contexte où il va faire du multitasking, donc plusieurs choses à la fois. Je me demandais comment vous intégrez ces facteurs-là dans votre méthodologie, sachant que ce contexte-là va avoir tendance à jouer sur les émotions, finalement, des utilisateurs. Oui, en fait, c'est sûr que c'est important dans le laboratoire d'essayer de tendre le plus possible vers un contexte naturel. C'est sûr, par exemple, là, on est en train de développer des nouvelles salles où on va avoir des sofas, puis les gens vont pouvoir être assis avec leur iPad dans le sofa, avec une télévision, puis faire multiplan, ou avec les lunettes, ça nous permet d'être dans l'interaction sociale. Mais évidemment, c'est sûr qu'il faut encadrer pour être capable d'isoler certains phénomènes. À court terme, on n'a pas l'intention de mettre notre laboratoire au milieu du centre d'achat pour qu'il y ait plein de gens qui passent puis les faire interrompre. Mais plus on va vers des mesures qui sont portatives, mobiles, même maintenant, on peut avoir des électroencéphalogrammes là, qui couvrent la tête puis qui enregistrent l'activité électrique du cerveau, qui va dans un petit sac à dos, puis tu peux aller te promener au centre d'achat. Donc, d'essayer d'aller faire des études comme ça, in situ, pour accompagner les études qui sont faites en laboratoire, c'est définitivement vers ça qu'on va tendre pour essayer de répondre à ces critiques-là. Tant qu'à être en latin, là, in situ, la réponse, c'est ceteris paribus. Là. Mais c'est toute chose égale par ailleurs. C'est impossible de faire une approche expérimentale où on va baser des résultats sur des données si on ne contrôle pas pour plein d'autres choses. Je pense que c'est d'un équilibre, hein, puis il y a aussi un gradient dans les phases du test, de l'amener dans le monde réel. Mais si on veut vraiment être capable, dans un niveau où vous avez un prototype en développement avec peu de fonctionnalités, si vous avez trop d'éléments qui peuvent venir brouiller les cartes, là, il y a juste en lab où on peut vraiment le faire en contrôlant. Et donc, ceteris paribus, c'est la réponse à donner à votre... derrière, excusez-moi. Merci beaucoup, c'est vraiment passionnant. Nous, on travaille sur un côté justement d'intelligence émotionnelle des clients, des consommateurs. Et la recherche qui est faite aujourd'hui est de façon implicite et à l'insu, en fait, d'accord, des participants. Je voudrais savoir justement dans quelle mesure il est possible de corréler, si vous voulez, cette interprétation que vous avez des émotions avec l'intelligence émotionnelle, parce qu'on sait que les personnes ne perçoivent pas leurs vraies émotions ou n'ont pas toute la capacité à les identifier dans une complexité de mix, d'émotionnel, etc., etc. Et malheureusement, le consommateur prend ses décisions avec les émotions qu'il pense vivre et pas les réelles émotions. Donc, est-ce que vous êtes à même de faire des corrélations ou justement d'amener un rapprochement entre ce que la personne vit et ce qu'elle pense vivre et comment elle va l'interpréter, etc., etc. C'est une question. Déplacez votre question vers la droite. Oui. Pardon? Fantastique. C'est intéressant. Parle pas de ton micro. Ce qu'Élise a montré au départ, la fleur avec toutes les émotions possibles et inimaginables, ça, c'est vraiment l'être humain dans toute sa complexité. Puis ce qu'on montre là, nous, c'est des émotions de base, je dirais, donc les 6 émotions de base. Donc, c'est sûr qu'il y a une limitation. Il y a des choses qui sont... il y a des nuances très fines dans l'être humain. Puis ça, on ne va pas être capable de capter ça tout de suite avec ces instruments-là. Donc, oui, il y a un décalage, si on veut. Un axe de recherche sur lequel on travaille quand même pour approcher ça, c'est de personnaliser nos modèles d'inférence. Nos modèles d'inférence psychophysiologiques qui prennent les mesures physiologiques, essaient de prédire c'est quoi l'émotion ressentie. On injecte là-dedans des données personnelles, des données, par exemple, de personnalité, ou de préférences cognitives, ou ce genre de traits de personnalité-là pour venir personnaliser l'inférence, avoir une prédiction émotionnelle qui est probablement plus près de ce qui est ressenti par la personne. Parmi les interfaces qu'on teste, tout ça, si on arrivait avec nos partenaires à avoir de la valence positive dans toute l'interaction qu'ils ont avec l'interface, ça serait déjà fantastique comme résultat. Hein. On avance vers ça, mais on n'est pas là. Quand on optimise une interface, il y a des endroits où est-ce que c'est plus difficile, l'expérience est un peu plus négative ou neutre. Puis si on était juste capable d'amener ça du côté positif, déjà là, cette entreprise-là deviendrait le leader dans le marché. Là. Donc, on n'a peut-être pas besoin de toute cette complexité-là
à ce niveau-là pour développer des interfaces. Il y a une dernière question ici, il nous reste 1 minute. Tout à l'heure, vous avez parlé que vous avez fait le test avec des enfants. Je me demandais, le face reader avec les enfants, est-ce que ça fonctionne bien? Ils ont des expressions, des émotions tellement amplifiées, puis ils ont des plus petits visages. Y a-t-il des contraintes? C'est-tu plus facile ou plus difficile? C'est plus facile. Ben, il y a 2 choses. Premièrement, effectivement, ils sont plus expressifs, donc il y a plus d'informations communiquées. Puis, pour ce qui est des petits visages, mais les logiciels comme FaceReader ont été entraînés sur des milliers de photos, mais sur différents groupes aussi, donc c'est paramétrisé. Nous, on peut utiliser le modèle enfant, il y a le modèle caucasien, le modèle asiatique. Ça a quand même été entraîné sur des prototypes de visages variés. Donc, et c'est évidemment normalisé. Donc, on prend la variation de l'émotion chez l'enfant, chez lui-même. Oui. Donc, on pourrait ultimement même comparer des enfants plus expressifs avec des enfants moins expressifs parce qu'ils sont comparés à eux-mêmes au changement dans leur propre visage. Puis, ce que ça ouvre la porte, évidemment, on utilise le mot non-invasif et non-intrusif. Non-invasif, c'est qu'on n'ouvre pas la peau des gens pour leur rentrer des électrodes à l'intérieur de la peau. C'est pas ce qu'on fait. Non-intrusif, c'est qu'on n'a pas de senseur, on n'a rien qui vient réduire la validité écologique de l'interaction. Ici, si on était pour étudier les émotions faciales des enfants, dans la méthode où on parlait de mettre des senseurs de myographie dans le visage, mais un peu intrusif, difficile aussi d'avoir l'autorisation des parents pour faire ça. C'est sûr qu'avec une approche, avec simplement le feed vidéo de la caméra qui est devant l'enfant, ça permet à l'enfant d'être le plus naturel possible et ça ouvre la porte là, à une recherche qu'on n'a pas pu faire avant. Merci beaucoup. Merci.